Salut à tous, bienvenue dans l'OM Talking Geneva. J'espère que vous allez bien. Nous, on est là pour parler de l'actualité de l'Olympique de Marseille. Comme chaque semaine, vous pourrez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur notre page OM Fan Club Genève, Facebook, Instagram et Twitter. Pour m'accompagner, l'équipe du Talk, elle est là. Salut Raph. Salut Rafi, salut tout le monde. J'espère que tu vas bien. Merci pour la semaine dernière. Merci pour ta De belle rien, c'est avec plaisir, prestation. mais bon, c'est bien quand tu es là aussi, hein. Merci. Salut Flo. Salut Rafi, salut à tous. Salut Chris. Salut. Je crois qu'on a tous une voix en moins aujourd'hui. Oui, on va prendre une petite tisane, ça fera du bien à la gorge, je crois. Salut Richard. Salut à tous. J'espère que tu vas bien également, Richard. Tout va bien. Alors, pour nous accompagner ce soir, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Jérémy Torgeman. Salut Jérémy. Bonsoir à tous et merci pour l'invitation. Ça a été compliqué de coller nos timings, mais tout est là. On est arrivé. En plus, on a réussi juste après ce match contre le PSG. Je rappelle, Jérémy, que tu es journaliste à la Provence depuis une douzaine d'années, que tu suis l'Olympique de Marseille. C'est ça. Et j'ai beaucoup fait les équipes de jeunes et puis depuis quelques années maintenant, un peu plus les professionnels, mais voilà. C'est formidable. Qui de mieux pour nous parler de l'OM que quelqu'un qui le suit au quotidien et qui était au stade en plus hier soir et qui, je pense, a passé également une bonne soirée, quoi. C'était une bonne soirée. Et moi, en plus, hier, on était invité on s'était mis d'accord avec Amazon pour vivre le Classico de l'intérieur. Et donc, en fait, à partir de 18h40, 45, j'étais dans les coulisses d'Amazon pour présenter le Classico. Super. On va revenir dans les coulisses du Classico. Eh ben, on va y revenir justement sur ce classique comme certaines personnes l'appellent. Bien sûr, dans cette première partie de l'émission, on reviendra donc sur ce match nul 0-0 contre le PSG. Et dans une seconde partie de l'émission, on parlera du match qu'on doit rejouer contre Nice cette semaine à 3. Allez, on démarre tout de suite avec ce match nul 0-0 donc contre le Classico. Dans ce Classico, messieurs, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'on peut parler finalement que c'est un bon match nul, un bon point de prix, ou est-ce qu'on a quelques regrets sur ce match quand on sait qu'on était en supériorité numérique? Raph. Moi, je pense que on peut être c'est un peu mitigé quand même ce soir. On est d'un côté content parce qu'on n'a pas perdu, et puis qu'il y avait une superbe ambiance, mais d'un autre côté, on peut se dire il y avait tellement mieux à faire. Et puis, j'ai entendu pas mal d'avis dans la journée qui disaient aussi, puis je suis assez d'accord avec ça, c'est qu'en fait, j'avais l'impression que quand on était à 11 contre 11, on a tout fait pour gagner ce match. Et après, quand on était à 11 contre 10, on a tout fait pour ne pas perdre le match. On a contrôlé le jeu, tout ça. Donc, c'est là où j'ai envie de nuancer. Même si finalement, hier soir, il y a pas mal de joueurs qui se sont vraiment révélés. On les savait très bons. On en parlera après, mais on les a trouvés extrêmement bons hier soir. Alors, j'aimerais entendre l'avis de Jérémy. Est-ce que toi, tu aurais signé pour un 0-0 et tu es très content de ce score, ou tu as quelques petits regrets après ce match finalement? Alors, ce que moi j'aurais fait, c'est pas très très important, mais je pense que la grande majorité des supporters auraient signé pour ne pas perdre 4-5-0. Donc, je veux dire, quand sur la pelouse, il y a Messi, Neymar, Mbappé, Di Maria, Verratti, je veux dire, on pense juste à ne pas perdre 3 ou 4-0 au Vélodrome, ce qui aurait pu être une catastrophe industrielle. Donc, l'équipe de Jorge Sampaoli l'a très bien fait. Cette équipe-là a joué avec ses valeurs. Il n'y a aucun problème. Elle a fait un très bon match. Elle aurait pu gagner. Il ne faut pas oublier qu'elle aurait pu perdre aussi, hein. Je veux dire, j'ai revu le match à tête reposée parce qu'au stade, c'est toujours particulier quand on le voit, quand on le suit au stade. C'est pas la même chose que devant notre poste de télévision. Mais j'ai les regardés aujourd'hui. Et il y a quand même une première mi-temps où Paris a 2-3 occasions assez nettes de prendre l'avantage, notamment la tête de Messi, où si Messi juste contrôle, il est à 2 mètres des buts. Alors tant mieux, il met la tête et Paul Lopez la dévie sur la barre. Mais s'il contrôle le ballon, parce qu'il a le temps de le contrôler, le ballon lui retombe dessus, il marque. Derrière ça, il y a 2 bonnes sorties de Paul Lopez dans les pieds. Alors, je crois que c'est de Di Maria puis de Mbappé. Il y a un raté. Il y a un contrôle assez facile que Neymar négocie mal et ça permet à Luan Pérez de revenir. Il y a quand même eu pas mal de situations en première période notamment où on peut s'estimer heureux, sans oublier les retours de Tchale Tassar et Saliba en seconde période. Donc au final,
Paris a eu des occasions, l'OM en a eu, ça finit sur 0-0. Bon, bah, même si Sampaoli, qui n'est pas connu pour faire de la langue de bois, dit que c'était un résultat équitable, je pense qu'il a quand même la lucidité pour analyser le match à chaud et se dire que, certes, ils auraient pu gagner parce qu'ils ont eu des occasions, parce que l'OM a évolué à 11 contre 10 pendant plus d'une demi-heure, il me semble. Oui. Mais après, ça reste Paris. Même Paris à 11 contre 10, Paris est resté avec Neymar, Mbappé et Messi devant. Donc, Ouais. à partir de là, ça a obligé, Sampaoli l'a expliqué d'ailleurs en conférence de presse d'après-match, son plan de jeu était de rester à 4 plus un joueur supplémentaire. À 4 défenseurs, donc Rongier qui a joué arrière droit avec les 3 autres, Saliba, Tchaleta Sarr et Luan Perez, pour rester à 1 contre 1 avec les 4 attaquants du PSG. D'accord. À côté de ça, même en seconde période à 11 contre 10, ils sont restés les 3 devant. Donc il fallait rester derrière parce qu'on ne peut pas défendre 1 contre 1 contre Neymar, Messi et Mbappé. Alors, donc je pense que c'est un bon match nul. Voilà. Pour faire ça très simple, je pense que c'est un bon match nul. D'accord, merci à toi Jérémy. C'est très intéressant ce que tu nous dis parce que tu nous parles un peu des phases défensives de l'OM. Justement, on va y venir. L'OM qui était avec une charnière défensive derrière avec Caleta Char, Saliba et Luan Perez. On a l'impression que l'OM a trouvé un peu la bonne formule. On ne va pas oublier Rongier qui est également présent dans les phases défensives. Richard, toi en tout cas, défensivement, tu penses qu'on a trouvé nos titulaires que la défense a été solide, ça t'a convaincu. Je sais notamment que tu as beaucoup aimé la prestation de Saliba. Oui, alors concernant Saliba, bon, si on devait noter là, tu vois, c'est la première fois que je mettrais un 10 sur 10, rien que parce qu'il a réussi à stopper Mbappé, qui est une mobilette, comme vous le savez. Et c'était vraiment magnifique ce tacle et qu'il a réussi à le stopper. Maintenant, au-delà de ça, bon, il y a aussi Caleta Car qui, la semaine dernière, je le critiquais encore et je disais qu'il doit travailler. Et là, il n'a pas fait que du mauvais, notamment un tacle dans la surface qui était bien. Maintenant, c'est vrai qu'on ne le voit pas beaucoup, quoi. Il est caché par rapport aux 2 autres et il doit encore travailler. Ça, c'est pour la défense. Après, moi, pour revenir, excuse-moi, Jérémy, de ne pas être totalement d'accord avec toi, mais moi, je suis pour la victoire. Donc, je suis un invétéré, je suis comme Deschamps. Dès que je ne gagne pas, je ne suis pas content. Moi aussi, je déteste perdre. Mais justement, c'est parce que je déteste perdre que des fois, je préfère ne pas perdre. Mais après je crache pas dans la soupe de ce 0-0 parce qu'on est face à Paris. Il ne faut pas être non plus demeuré et être irréaliste. Mais après, sur le scénario du match, tu te dis, quand tu vois De La Fuente qui a une reprise de demi-volée à faire et qui peut mettre un but de folie, quand tu vois que Payet il a eu plusieurs actions de Rongier. Tu te dis que tu pouvais faire un hold-up. On va revenir sur la défense, messieurs. On va revenir sur la défense qui était le sujet principal. On va en parler également avec Flo, parce qu'on sait que Flo, il a un chouchou. On a tous nos chouchous dans cette émission. Flo, son chouchou, c'est Balerdi. Pour le moment, Balerdi, il est un peu mis sur la touche. Moi, c'est Maradona. Au profil de Caleta Char. Eh oui. Alors, on ne reviendra pas. Je pense qu'on pourrait avoir cette défense-là face à des grosses équipes. Ça peut aider. Maintenant, on sait tous que le système de Sampaoli est quand même assez dur, qu'ils produisent beaucoup d'énergie, qu'ils en consomment surtout beaucoup plus. Et donc, forcément, ça va tourner. Après, Balerdi, c'est peut-être mon chouchou, mais je pense qu'il n'aurait pas fait mieux que Tchaleta Sarr ou Saliba ou Perez sur ce match-là. Il aurait peut-être fait une erreur. Il n'a pas le niveau. Il n'aurait pas fait mieux, il aurait fait pire. Parce que Balerdi, c'est une erreur par match. C'est clairement ça. Il aurait pas fait. C'est pas qu'il aurait pas fait mieux, c'est clairement qu'il aurait été dépassé. On le sait. C'est vrai. Maintenant, je pense que Balerdi ou même Alvaro, ils vont nous servir sur les autres matchs. Et je pense que pour le prochain match, on va en reparler tout à l'heure, mais il va faire tourner. Donc, peut-être qu'il sera là ou on verra. Mais je pense qu'on peut dire que cette défense-là peut être notre défense titulaire. Toi, là où tu peux débattre, c'est Alvaro Caleta Car. Tu peux débattre sur ça, mais Balerdi. Ouais, bon. Alvaro est pour le moment un peu mis sur la touche. Jérémy, est-ce que cette défense t'a convaincu ? Il y aura tellement de matchs que ça va tourner, que Alvaro et Balerdi auront l'occasion de jouer. Pour répondre à est-ce que c'est la défense titulaire ? C'est la défense titulaire du moment. Et il y a 3 matchs en arrière, juste avant la trêve internationale, on pensait que Tchaleta Sarr allait jouer avec l'équipe réserve toute la saison.
Finalement, il joue, il est pas trop mauvais. Puis après, il est plutôt bon avec Lorient. Et puis là, il est complètement extraordinaire hier soir. Donc, c'est la vérité du moment. Oui, je pense que cette défense-là, elle tient la route, mais ça peut changer. Les états de forme des uns et des autres peuvent changer. Luan Pérez, hier, si au bout de 8 minutes, tu marques contre son camp, je suis pas sûr qu'il fasse le match qu'il a fait par la suite. Alors, là, tu parles. Ça se joue à 3 cm. Oui, alors la parole à Raph. Moi, je trouve que d'avoir mis hier soir cette défense avec déjà, en fait, quand t'es joueur parisien et t'arrives en face, et puis tu as Saliba, Tchaleta Tsar et Luan Pérez qui sont quand même grands, et puis Saliba et Tchaleta Tsar, ils sont assez costauds. Je pense que déjà, ça les freine, et c'était une tactique de Sampaoli, parce qu'on sait que le PSG, si tu mets du physique, les trois de devant, surtout Messi et Neymar, et même Di Maria de plus en plus, tu les vois plus. Si tu presses et puis que tu as une présence physique, ils sont plus là. Donc, je trouve que c'était assez bien joué. De toute façon, je trouve que sur ce match, ils pouvaient tout tenter. C'était soit ça passait super bien, soit ça cassait. Donc, c'était un coup qu'il a tenté et moi, je trouve que ça a été assez réussi. Alors, Jérémy nous parlait il y a 2 minutes de la défense du moment, des titulaires du moment. Chris, dans le poste de gardien de but, on a bien vu que depuis plusieurs matchs maintenant, il y a une hiérarchie qui semble très claire. Paul Lopez est numéro 1, Mandanda est numéro 2. Paul Lopez fait encore un clean sheet hier soir, après son clean sheet contre la Lazio Rome. Est-ce que la hiérarchie, pour toi, semble vraiment claire et Mandanda est relégué au poste de numéro 2? Alors là, il n'y a aucun doute possible. Il monte en puissance, ce gardien. Je commence vraiment à être impressionné par ses diverses qualités. Alors bon, c'est sûr qu'on n'a pas non plus recruté Neuer, mais je trouve qu'il arrive plutôt bien à répondre un peu à ce que demande Sampaoli. Et puis, moi, j'insiste beaucoup sur un point, c'est que on a dit qu'on essaie d'avoir des joueurs pour l'avenir. Malheureusement, Mandanda, il arrive en fin de carrière et il faut bien le reconnaître et l'admettre. Et je trouve vraiment que, particulièrement hier, il a fait des choses très, très, très intéressantes qu'on n'avait pas encore vues faire du côté de Paul Lopez. J'ai des souvenirs notamment de cette sortie absolument incroyable où il a vraiment pris les devants lors d'un centre en profondeur. Il est en train de devenir un peu ce libéraux que recherche Sampaoli. Et non, moi j'ai beaucoup apprécié sur sa ligne. Il est de plus en plus propre. Ses ballons, je trouve même qu'il rassure de plus en plus sa défense aussi. Donc non, je suis très enthousiaste sur ce joueur et j'espère vraiment qu'on va perdurer comme ça et qu'il va prendre de plus en plus confiance. Ok, merci Chris. Jérémy, la hiérarchie semble claire et se dessiner de plus en plus match après match. Paul Lopez cet été, elle était définie cet été, la hiérarchie. Justement, on parlait en début de saison d'un numéro 1 bis, d'une concurrence. C'était de la com pour toi? Tu avais clairement vu venir le coup? C'est de la com de la part du club. Tout le monde, tous les suiveurs l'ont vu venir. Et Mandanda l'a vu venir également, il n'est pas dupe. Et que penses-tu, toi, Paul Lopez, qu'est-ce que tu as pensé de son arrivée? Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui? C'est beaucoup trop tôt pour juger sur un match. Il a fait 2 matchs, il a fait un match très bon hier soir et un match correct avant ça. C'est trop tôt pour juger. Rappelons-nous que Mandanda, avant de pouvoir juger que c'était un très très bon gardien, il a fallu 2 saisons pleines. On verra à quel moment on fera à la fin de la saison le compte des points qu'a fait gagner Paul Lopez à l'Olympique de Marseille. C'est ce qu'on attend d'un gardien de but, c'est-à-dire que sur un match, il fasse l'arrêt décisif au bon moment qui permet de gagner, de garder la victoire. Donc, voilà, mais après, c'est un poste tellement délicat à gérer que je ne sais pas s'il y avait une bonne manière de le gérer pour évincer Steve Mandanda. Personnellement, j'aurais réglé la question en 2016. Je l'aurais pas fait revenir. Tu l'aurais pas fait revenir, oui, d'accord. Après son La départ question à était Crystal réglée, Palace. il était parti, il était à Crystal Palace. Bon, il aurait dû. L'OM n'aurait pas dû le faire revenir, même s'il a fait des bonnes saisons depuis. Il n'y a aucun problème. Il a été au niveau, il a eu un passage à vide, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais c'est devenu ensuite délicat à gérer parce que comment sortir un gardien qui a été bon, mais qui est vieillissant, et quand on veut préparer l'avenir, il n'y avait pas de bonne manière de le faire. C'est en train de se faire. D'accord. Est-ce que c'est la bonne ou mauvaise façon de faire? Pour moi, il n'y avait pas de bonne manière de faire. On le verra par la suite. Allez, la parole à Richard dans un premier temps sur le sujet Mandanda Lopez.
Après, excuse-moi de ne pas être encore d'être en opposition, Jérémy. Moi, je pense qu'il ne faut pas l'enterrer trop vite. D'abord, la concurrence n'a pas été saine, on l'avait dit, on l'avait expliqué. Il aurait dû faire une alternance au départ pour voir qui est le meilleur des deux. Ça n'a pas été fait. Ensuite, secondo, il suffit que Paul Lopez se blesse, qu'il soit blessé quelques semaines, que Mandanda prenne sa place, qu'il fasse des matchs extraordinaires, et là, le débat s'installe. Hein. Donc, ça fait quand même pas mal de conditions, là, quand même. Hein. Non, oui, là, mais il ne faut pas l'enterrer trop vite. Le débat, il ne s'installe pas. Le débat, il se réglera parce que, comme vous l'avez dit, Paul Lopez sera blessé pendant quelques semaines. Voilà. Oui, mais donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de débat, en fait. Au départ, la concurrence n'a pas été saine. Hein. Elle n'a pas été saine du tout. C'est-à-dire que Sampaoli a imposé Paul Lopez. Même si on s'aperçoit qu'il a des qualités non négligeables. C'est pas que Sampaoli qui l'a imposé. C'est une volonté du club de rajeunir le poste de gardien. Oui, Pablo Longoria également. Oui. Donc, oui, il n'y avait pas de concurrence. C'est ce qu'ils ont dit en expliquant qu'il y avait un numéro 1, numéro 1 bis, c'était la concurrence. Comment mettre des gardiens? On met un latéral droit, un latéral gauche en concurrence, il n'y a pas de problème. Mais un gardien, c'est tellement délicat à mettre en concurrence. Ça dépend de tellement de paramètres. Un gardien de but, c'est tellement. C'est comme si on disait Payet, on le met plus parce que Harit, il est plus jeune. Tu vois? Alors que Payet, tout le monde sait qu'il est meilleur. Mais on n'a pas laissé à Mandanda montrer qu'il était meilleur que Paul Lopez. Mais c'est pas ce qu'ils ont voulu sur le poste. On va donner la parole à Raph qui veut réagir également sur moi, Richard, je ne suis pas totalement d'accord avec toi quand tu dis que la concurrence n'a pas été comme d'habitude, quoi. Ah, mais pas surtout. Attends, mais laisse-moi expliquer avant de tout de suite. D'accord, mais vas-y, je t'écoute. La concurrence, moi, je suis désolé, je la trouve assez saine. C'est que, alors, si Sampaoli a été clair tout de suite avec Mandanda en lui disant, écoute, voilà, certes, tu es une légende du club, donc je ne vais pas non plus te foutre à la rue, tout ça. On aura besoin de toi cette saison. Mais voilà, on est en train de préparer l'avenir, tout ça. Tu n'as pas le même style de jeu que moi, je veux qu'un gardien il est. Ça, je trouve que c'est une concurrence plus saine que ce qui se passe au PSG entre Donnarumma et Navas. Parce que si tu prends l'exemple des deux, on se dit, ah tiens, cette semaine-là, on fait jouer un match, on fait jouer Donnarumma, la semaine d'après, on fait jouer Navas. Et puis là, sauf qu'un gardien de but… Mais c'est deux légendes, c'est obligé. C'est deux légendes. Non, je suis désolé. Un gardien de but, c'est un poste qui a besoin d'une continuité parce que c'est quelqu'un que tu ne vois pas forcément pendant tout le match. Tu le vois à certains moments et tu ne veux pas faire jouer un gardien de but un match sur deux. Ou soit tu fais jouer les matchs de coupe et c'est tout, mais pas un match sur deux. Sinon, ça te donne un truc au PSG où au lieu que les deux se tirent vers le haut, et finalement, ils s'enfoncent. Parce que Navas, depuis qu'il est au PSG, au début, il a été très bon, mais finalement, après, il a fait des bourdes qu'il ne faisait pas forcément au Real. Et là, Donnarumma, on ne l'a pas encore vu, alors qu'il était censé venir et être un titulaire indiscutable. Donc, moi, je trouve que Sampaoli aussi, là où il a été correct, il a été droit dans ses bottes, c'est que le gars, il veut un gardien. Et même si les gens étaient perplexes par rapport à ça, il a dit non, on va lui laisser du temps, il va s'adapter, vous allez voir que ça se trouve, ça va marcher, tout ça. Et moi, je trouve qu'il y a des signes encourageants. Les sorties de balle, hier, je les ai trouvées superbes. Alors oui, il ne fait pas des sorties à la Neuer, il fait des sorties un peu kamikaze, là, quand on l'a vu sortir. La fonction de libéraux, quand il a pris la fonction de libéraux, là, c'était intéressant. C'est un gardien atypique. C'est pas grave, tant qu'il fait le taf. Voilà, mais qu'on le laisse perdurer un peu. Ok, merci Raph. Alors, on a parlé de Paul Lopez. Tu as peut-être raison, Raph. On a parlé de Saliba. J'ai envie de faire un petit tour de table avec vous, messieurs, pour savoir quel joueur vous a vraiment impressionné sur ce match. Dites-moi juste un petit joueur et brièvement pourquoi. On va commencer avec toi, Flou. Dans le mal ou dans le bien impressionné? Dans le bien, dans le bien. Ok. Après, si tu en as un dans le mal, dis-le, mais on va être positif. Voilà. Ouais, positif. Pour rester positif, on va dire. C'est difficile, mais ouais, je dirais quand même Saliba. Et à part lui, en vrai, j'en ai pas. Parce que Saliba, c'était son match. Pour moi, c'est l'homme du match. Et je sais pas, allez, peut-être Paul Lopez, parce qu'il était là au bon moment. Ok. Mais, alors, Thérèse, il a fait un bon match aussi, l'autre défenseur central. Alors, à noter que Saliba a dit en fait en interview après le match qu'il a fait le meilleur match de sa carrière. Donc bon, voilà.
Alors, garde la parole, Chris. Donne-nous tes points. Ah bah moi, j'y attends, ce que je vais vous dire. Guendouzi, bien évidemment. En plus, ce match-là, vraiment, à part ça, comment dire, le fait qu'il n'ait pas réussi à être dans la surface adverse sur la passe là, de, euh, de, euh, de La Fuente, c'est peut-être le seul manqué qu'il a fait tout le match, de ne pas être présent dans la surface. Mais sinon, non, le match, il était extraordinaire de Guendouzi. J'ai adoré. Il avait le nombre de ballons qu'il a gratté, le nombre de fois où on voit qu'il était bien positionné, qu'il cherchait à chaque fois l'espace pour essayer de rassurer une autre passe derrière. Enfin, ça devient le moteur de l'équipe. D'accord. Ok. Richard, quel joueur t'a vraiment impressionné sur ce match? Moi, c'est Payet. Payet, je trouve qu'il est. Enfin, je le reconnais pas par rapport. Je sais pas s'il n'était pas bien dans l'équipe l'équipe antérieure, mais je trouve qu'il est vraiment extra, quoi. Sur certaines actions, certaines touchées de balle, c'est Zidane dribble sur Messi. Le dribble il sur Messi, m'impressionne. tu as aimé le dribble sur Messi, hein, notamment. Puis il y a ça aussi, et puis, mais il fait un bon match. Bon, voilà, il marque pas, il a raté certaines passes décisives, mais il a une présence qui est, quand il n'est pas là, en ce moment, c'est terrible, quoi. D'accord. Non, vraiment, Payet, s'il continue comme ça, franchement, j'espère qu'il va tenir, quoi. D'accord. Jérémy, quel joueur t'a vraiment impressionné sur ce match? Hormis Saliba et Tchaltassar qui ont été au-dessus, je vais ressortir Rongier et Guendouzi. Rongier et Guendouzi. Ok. Et on va finir avec toi, Raph. Alors, moi, je trouve qu'il y en a un qu'on n'a pas cité, mais c'est Lirola. Ouais. Alors, on l'a un peu moins vu, mais enfin, il a fait. Alors, ça n'a pas été un des top joueurs du match, ça c'est sûr. Mais il a fait des sorties de balles à un moment où il a fait aussi des dribbles, tout ça, où il a éliminé deux, trois joueurs. Moi, j'ai bien aimé, j'ai aimé, enfin, je l'ai préféré au match qu'il faisait avant. J'ai retrouvé une partie du Lirola qu'on avait. Ce qui m'embête toujours, c'est le fait qu'il soit un peu. Qu'il soit trop haut sur le terrain, qu'il soit plus dans ce rôle de latéral et que du coup, il n'ait plus le temps de prendre cette vitesse et qu'il soit haut comme ça. Mais bon, après, ils ont tous été au-dessus de ce qu'ils faisaient d'habitude. Mais bon, Lirola, moi, j'ai envie qu'il continue comme ça parce que voilà, quoi, on l'a repris pour ça, quoi. J'ai envie de revoir le Lirola de la saison dernière. D'accord. Alors, messieurs, on a parlé du positif juste à l'instant. On va parler un petit peu du négatif, malheureusement. On a remarqué, notamment Chris, en préparant cette émission, que une fois que le ballon était récupéré, une fois qu'on récupérait ce ballon, on se projetait bien vers l'avant, mais que malheureusement, dans les 30 derniers mètres, ça pêchait un petit peu. C'est un peu ce que tu voulais nous faire dire, Chris, que ça pêchait un petit peu, qu'on avait un manque de précision, un manque de réussite dans ces 30 derniers mètres. Ouais, c'est dommage parce que moi, ce qui m'hallucine, c'est la capacité de relance qu'on a aujourd'hui. J'aimerais bien savoir, une équipe de l'OM, depuis combien de temps on n'a pas eu cette capacité de relance en petites passes, en décalage, dans des petits périmètres. Vraiment, c'est assez incroyable, là, ce qu'on est en train d'arriver à faire ces derniers temps. Et moi, je regrette en fait que c'est magnifique et que dès qu'on arrive dans la surface de vérité, en fait, on, on fait un peu n'importe quoi des fois, quoi. Et moi, je trouve le meilleur exemple, notamment, c'était le match contre la Lazio, la fameuse séquence qui a pas mal tourné, notamment sur les réseaux sociaux, où on voit, j'aime bien ça, le nombre de passes. Je compte le nombre de passes qu'il y a eu jusqu'au tir de Milik. Mais c'est incroyable cette séquence. Il y a peut-être 40 passes, quoi. Et ça a abouti au tir de Milik qui malheureusement rase le poteau et ne rentre pas dedans. Mais on se dit, mais bon sang, si on a un seul qui rentre après, mais ça fait le tour du monde, ce genre de séquence. Ça fait le tour du monde parce que c'est absolument magnifique. Mais c'est dommage parce que finalement, c'est ça qu'on retient au bout du compte. C'est l'efficacité dans une équipe. C'est pas forcément le beau jeu et ces jolies petites passes. Alors, Jérémy, est-ce que tu trouves que également on a un petit peu manqué de précision, un petit peu de réussite dans les 30 derniers mètres? Des fois, on voyait même certains joueurs qui n'osaient pas frapper, au but. Est-ce que tu penses qu'il nous a peut-être manqué ça hier soir pour gagner ce match? Oui, il a manqué la dernière passe ou le dernier geste, comme l'a dit Sampaoli, c'est évident. Sinon, l'OM aurait marqué deux ou trois buts. Mais je pense qu'il faut aussi se fier à l'adversité du jour. C'est pas évident de trouver les décalages dans les 30 derniers mètres quand il y a Gay qui défend, quand il y a Danilo Pereira qui défend, quand il y a Marquinhos qui coupe toutes les trajectoires. Bon, c'est pas une équipe de pipe en face, quoi. Donc il faut quand même se remettre dans le contexte où
oui, ils auraient pu mieux faire, mais parce qu'on peut toujours mieux faire. Mais à côté de ça, ils ne pouvaient pas se découvrir non plus, parce qu'encore une fois, il fallait rester suffisamment derrière pour contrôler les contres. Et on sait que les trois Parisiens allaient très, très vite. Les trois Parisiens, quand Di Maria est sorti, hein, sinon ça faisait 4. Donc, oui, ils ont manqué de justesse dans le dernier geste. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est un point négatif récurrent? Non, je pense pas. Je pense que contre une équipe qui sera plus faible que le PSG, et il y en a beaucoup dans le championnat de France, ça ne posera pas de problème. Et hier, Harit n'est pas rentré en jeu, il me semble. Alors qu'il avait fait quand même de bonnes prestations. Milik revient à peine de blessure, donc il manque encore de rythme. On l'a vu dans certains décalages, il n'a pas encore tous ses repères. Je pense que petit à petit, ça va aller de mieux en mieux. Après, oui, Under est très bon. Conrad, et là, on va forcément embrayer sur le prochain thème avec les remplacements et la limite de l'effectif. Conrad était un très jeune joueur. Donc, c'est normal que ça ne marche pas contre le PSG. C'est normal que sur une reprise de volée, il la manque. On peut parler de Luis Enrique aussi, que je n'ai pas trouvé très, 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 très bon la saison dernière. On va lui laisser du temps. Exactement. Alors exactement, on va parler, comme tu dis, hein, des remplacements avec toi, Raph. C'est un peu notre analyse dans cette émission. Le verdict de Raph, donc manque de réussite au moment des remplacements sous Sampaoli. Comment tu juges un peu ce coaching de Jorge Sampaoli et comment tu le constates? Je l'ai jugé à un moment assez ambitieux. Enfin, je l'ai trouvé assez bizarre, un peu comme tout ce que peut faire Sampaoli. Alors, bizarre, je ne sais pas, mais un peu atypique. Parce qu'il y avait des changements qui étaient ambitieux et puis d'autres pour garder le résultat. C'est-à-dire que quand il fait rentrer Gerson, moi, j'attendais pas grand-chose de Gerson. Et finalement, Gerson, à la fin, il a rangé les trous pour que finalement, on monte et qu'on aille marquer ce but. Et puis, il fait rentrer d'autres joueurs pour sécuriser, comme Gay, voilà. Et moi, je n'ai pas compris forcément. Alors, je sais que Milik est un peu en manque de rythme, mais quand il est sorti, il n'avait pas l'air non plus il n'avait pas l'air d'être sur les rotules. Donc, moi, c'est ça qui m'a embêté de faire sortir Milik à ce moment-là du match, parce que tu es à 10 contre 11. Et Dieng, même si j'adore, enfin, quand tu centres, quand tu as Lirola qui centre, c'est plus rassurant d'avoir un Milik au point de pénalty qu'un Dieng. Même si Dieng, il nous a montré qu'il pouvait faire des jolies frappes de la tête. Mais voilà, c'est un peu ça qui m'a embêté. C'est peut-être qu'il n'a pas fait les meilleurs changements. Moi, j'aurais été pour de faire entrer Dieng, c'est sûr. Mais voilà, à la place de Conrad de la Fuente, par exemple. Enfin, plutôt que Conrad de la Fuente, pas à la place de Milik. Donc, c'est là où j'ai trouvé un peu qu'il avait un peu raté ses changements. De toute façon, ces matchs-là, quand c'est tendu comme ça se joue pas forcément à la tactique, mais ça se joue à quand est-ce que tu fais un changement, qui tu fais rentrer, dans quelle position. C'est ça qui va changer un classique qui est un peu fermé. Et je trouve que sur ce point-là, Sampaoli n'a pas forcément fait les meilleurs changements, surtout qu'il a fait beaucoup de changements en même temps. Et je trouve qu'il a pris un risque de déséquilibrer l'équipe qui tournait assez bien, hein. Mais voilà, il a pris un risque, ça n'a pas craqué, mais j'aurais bien aimé qu'il fasse craquer le PSG à la place. Alors Jérémy, tu as l'air, j'ai l'impression de partager l'avis de Raph, en tout cas sur son analyse. Pardon. Non, pas en tout point, parce que il y a un point qu'il faut aussi prendre en compte, c'est qu'il y a certains changements qui ont été dictés par l'effet de match. Je ne suis pas certain que Sampaoli remplace Rongier si Rongier n'a pas de carton jaune. Sauf que Hakimi vient d'être expulsé, que Rongier est au duel avec Neymar, et qu'il a déjà un carton jaune, et donc Sampaoli le fait sortir par précaution. Donc son coaching, il a pas été, ça n'a pas été que des choix sportifs. Il y a eu des choix tactiques. Après, on peut lui reprocher de faire rentrer Dieng ou Conrad, mais il fait rentrer qui? La vraie question, elle est là. C'est que les meilleurs joueurs sur le banc de touche, je pense, avec du rythme, parce que Harit était blessé auparavant, c'est Conrad et Dieng. Luis Enrique, je le voyais pas rentrer dans un match comme ça. Et là, oui, il y avait un risque de déséquilibrer l'équipe. Alors, tu parles de Conrad. S'il met ce but sur ce centre, on dira que le coaching de
de Sampaoli est réussi. Comme de Il a eu partout. l'occasion. Voilà, Hier, j'ai fait l'interview de Thierry Henry avant la rencontre. Il dit le coach, il a raison quand tu gagnes, il attend quand tu perds. Mais c'est vrai. C'est comme ça. Tu gagnes, tu as raison, tu perds, tu as tort. Bon, Ah oui. l'OM n'a pas perdu, l'OM n'a pas gagné, donc on va laisser le bénéfice du doute à Sampaoli. Mais sur ce match-là, il peut faire quoi d'autre comme changement? Alors, S'il sort Payet, il déséquilibre son milieu de terrain, donc il sort Milik. Parce que, alors moi, je l'aurais pas fait. Je suis d'accord, pour moi, c'est pas un bon changement. Mais s'il faut amener un peu de percussion, un peu de centré sur les lignes offensives, c'est le seul joueur à sortir, Milik. d'accord. Alors, allez, rapidement pour terminer ce sujet, d'abord, Flo, est-ce que pour toi, ton avis, s'il te plaît? Ben, enfin, sur ce que vient de dire Jérémy, c'est bien là où tu vois comment quand même d'un attaquant ou d'un joueur qui peut C'est jouer évident. un peu plus dans la percussion. J'ai eu la réflexion, et je sais pas si j'ai raison, mais je me dis quand même, peut-être qu'un Benedetto nous aurait plus aidé qu'un Dieng sur ce match, en fin de match, au niveau des centres, peut-être parce que c'est quelqu'un qui est là Pas certain. en passeur, quoi, c'est un renard des surfaces un peu. Si jamais il y a un ballon qui C'était pas le traîne, but. il se jette. C'était pas le but. Il faut oublier qu'à la fin du mercato, ils ont essayé quand même de recruter un attaquant. C'est ça Donc le aussi. but, le but n'était pas de faire de Benedetto un numéro 2. Hein. C'était d'avoir un jeune à fort potentiel pour l'essayer de valoriser. Toujours pareil, toujours dans la même démarche. Donc le but n'était pas d'avoir un attaquant qui avait 31 ou 32 ans, je ne sais plus exactement, et qui n'avait pas forcément très très bien marché à l'Olympique de Marseille en tant que titulaire. C'était moyen. Alors en tant que numéro 2 avec des bouts de match, le pari était risqué. Ok, allez, on va entendre l'avis de Richard pour clore cette première partie. Richard, par rapport au changement, s'il te plaît. Vous avez dit tout à l'heure quel autre changement faire. Il y avait Enrique aussi. Enrique qui nous a beaucoup rendu service l'année dernière et à qui on ne donne pas confiance cette année. Et du coup, il est moins bon. Mais dans une autre configuration, avec une autre gestion de ce garçon, moi, je pense que associé à Milic, à Ender, etc., il aurait pu faire quelque chose. Mais là, ça ne semble pas en prendre la tournure. Pourtant, l'année dernière où on avait une moins bonne équipe, il a fait quelque chose de bien. C'est ça qui m'étonne, quoi. Donc, il y avait cette option-là. Je continue de penser que Dieng, avec les buts qu'il a mis, il peut très bien remplacer Milik quand il fallait le sortir. Une association, donc Enrique Dieng, pour bien finir le match. Alors, c'est fini pour cette première partie. On a bien débriefé le match contre Paris. On va parler de ce match qui arrive tout de suite là, contre Nice mercredi, qui se jouera à 3. Donc, c'était le match à rejouer contre l'OGC Nice. Nice qui vient de gagner 3-2 Lyon, donc qui a eu une victoire importante. Quels sont un peu les points forts de cet adversaire, selon vous, messieurs, qui veut se lancer sur l'OGC Nice, Chris? Oui, on les a affrontés, on a vu combien ils sont quand même vraiment, vraiment forts. Moi, ce qui me... Tu sens tu commences à sentir en fait la patte Galtier vraiment derrière. Tu vois que c'est un jeu qui est très, 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 très fort collectivement, basé sur une défense extrêmement solide. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup leur jeu. D'ailleurs, moi, j'ai toujours dit, moi, j'espère vraiment qu'un jour Galtier viendra entraîner l'OM. En plus, tu sens qu'il y a une vraie niaque dans cette équipe. Moi, j'ai regardé un peu justement un peu les highlights du match contre Lyon. Mais c'est vrai que c'est vraiment impressionnant. C'est-à-dire que ils ont toujours continué à attaquer, ils ont toujours continué à y aller. Il faut quand même avoir un mental quand même assez fort quand même pour faire ce qu'ils ont réalisé. Donc ouais, moi je pense que c'est peut-être et de loin notre adversaire le plus redoutable cette saison pour les places qu'on cherche à avoir, c'est-à-dire derrière le PSG, essayer d'être deuxième ou troisième. Ils vont finir, mais bien évidemment, haut cette saison. Donc non seulement je m'en méfie, je les redoute et j'espère vraiment qu'en étant à 3, on arrivera quand même à faire quelque chose, mais bon sang, grosse équipe quand même. Hein. À 3, mais on sera 11 sur le terrain. Raph, oui. Ouais, non, alors je suis un peu dubitatif sur ce match parce que je ne sais pas trop comment le prendre. C'est vrai que Nice fait un très bon début de championnat, mais
tout le monde pense que, parce qu'ils ont battu Lyon 3-2, en marquant 3 buts en 10 minutes, que c'est devenu, enfin, que voilà, en fait, ils ont dominé tout le match et puis qu'il y a juste à la fin où ça s'est débloqué. Mais j'en ai discuté aussi avec alors un pote niçois à moi et un pote lyonnais. Et oui, comme quoi, on ne choisit pas toujours les meilleurs. Et donc, mon pote niçois m'a dit, bah, écoute, le match n'a pas été ouf. Il y a juste eu les 10 dernières minutes où on a été vraiment bon. Et ce qui est venu, ce que m'a expliqué aussi mon pote lyonnais, c'est que bah, Lyon, en fait, c'est Lyon qui s'est sabordé le match. Parce que Lyon fait 80 minutes apparemment de très bon niveau, fait un très bon match. Et en fait, se saborde avec un carton rouge, en faisant des fautes, en faisant des mauvaises passes, tout ça. Et du coup, Nice a su en profiter. Et du coup, alors je pense qu'on a tous tendance à vouloir voir Nice aussi trop beau, plus beau que ce qu'ils peuvent être, parce qu'ils ont eu aussi des coups de moins bien. Il faut pas les voir invincibles comme le PSG. Donc voilà, c'est une équipe qui est prenable. C'est à nous de jouer notre jeu. Faut pas renier nos idées. C'est comme hier, l'OM a été plus prudent parce que c'était le PSG. À mon avis, contre Nice, il faut faire un mix des deux. Il faut être assez prudent en défense. Mais en attaque, allez, on y va, les gars. Quoi. Enfin, c'est bon, c'est Nice. C'est les rivaux, on a envie de les taper quand même. Donc au bout d'un moment, va falloir sortir les chevaux. Et puis en attaque, va falloir marquer. Parce que là aussi, tu n'auras pas 150 occasions non plus. Il va falloir y aller, il va falloir cadrer ses frappes. Et voilà, j'espère que Rongier la mettra pour une fois. Ah, on espère tous. Jérémy, qu'est-ce que tu penses de ce match? Comment tu le sens? C'est une équipe quand même. Les points forts quand même de l'OGC Nice, c'est quand même à la fois son organisation tactique et sa force collective et ses individualités. Je veux dire, Dolberg a fait un très bon début de saison avant de se blesser. Delors reste un joueur qui marque 15 buts par saison en Ligue 1. Gouiri est un très bon joueur également. Corée, ouais. On l'a vu ce week-end contre Lyon. Attal, quand il rentre, c'est pas un défenseur qui rentre. Il y a aussi Boudaoui sur le côté droit. C'est quand même une équipe où voilà, il y a quand même pas mal de qualités. Galtier est en train de poser petit à petit sa patte, notamment au niveau de l'état d'esprit. Donc oui, ça sera l'un des principaux concurrents parce qu'il ne faut pas oublier Monaco, je pense, qui reviendra dans la course au podium une fois que la Ligue des Champions sera passée, ou la Ligue Europe, pardon. Et Lyon également, hein, parce que ça fera partie des équipes du haut tableau. Et pas oublier Lens aussi. Hein. Non, je pense pas que ça tiendra sur la durée. Ah ouais, d'accord. Je pense pas. Par rapport aux 3 équipes que je viens de citer, par rapport à Monaco, Lyon et Nice, je pense que c'est un peu en dessous, notamment en termes de profondeur d'effectif. Mais ça reste une très bonne équipe, il n'y a pas de problème. Hein, mais, Qui nous a gagné, rappelons-le. Voilà, non, mais ça, Il y a parfois des surprises. Avec Kakuta, avec Fofana au milieu de terrain qui est un top joueur, il n'y a aucun problème, ça reste une très bonne équipe. Klose sur le côté droit, mais je pense un cran en dessous, ils seront peut-être dans les 6 premiers, mais un cran en dessous et un peu distancé du podium. Non, mais c'est vrai, là où tu as raison, c'est qu'il suffit qu'il y en ait un qui se blesse et puis voilà, ils n'ont pas grand monde derrière. Voilà. Mais en revanche, Nice, pour revenir au match de mercredi, non, ce sera un match très compliqué et je suis pas d'accord avec le côté c'est pas Paris, ils sont pas invincibles. Oui, effectivement, c'est pas Paris, mais c'est pas pour autant qu'il faut se jeter à l'abordage. C'est le meilleur moyen de prendre 2 buts en un quart d'heure. Tout à fait d'accord. Bien sûr, il ne faut pas se jeter à l'abordage. Tout à fait d'accord. C'est ce que j'ai dit. En défense, tu restes prudent comme tu as été face à Paris, mais c'est en attaque où c'est là où. Oui, mais tu fais tout son contraire. Parce que du coup, il faut rester prudent, il faut lâcher les chevaux offensivement. Nice sont très dangereux. Hein. Non, c'est jouer mieux les attaques. Coup, c'est ça, ça veut les dire, attaques, tu les joues mieux. Gagner, mais il ne faut pas perdre. Alors, j'ai aussi envie de te demander, Jérémy, est-ce que ce match, le premier match qu'on a joué contre eux cette saison, est peut-être encore dans la tête des joueurs? Mais c'est évident. Et ça peut avoir une importance. Quand le match dégénère, l'OM ne voyait pas le jour à Nice. Exactement. Pendant 75 minutes, Nice dominait l'OM et puis s'il y avait eu 2-0, il n'y aurait rien à dire. Rien à dire. Hein. On a été bouffé du A à Z, quoi. Voilà, donc peut-être qu'il faut. Tactiquement, Galtier a préparé son match. Alors, est-ce que tactiquement, Sampaoli va revoir sa copie? Mais bon, là, c'est très bien. On reste sur 2 bons matchs. La Lazio, 3 bons matchs. Allez, voilà. Lorient. C'est mieux de les prendre maintenant qu'à l'époque, quoi. Je sais pas, parce que les points faibles de l'Olympique de Marseille sont toujours les mêmes. Eh ouais. D'accord.
Non, mais il faut C'est-à-dire vraiment que- s'attendre à une défaite. Hein. C'est-à-dire, pas non, mais croire, tu m'attends pas à il une faut s'y défaite, attendre. mais j'attends de voir la réaction de Sampaoli face à Galtier. Parce que pour moi, n'importe quel entraîneur, et il y en a de très bons dans le championnat de France, Galtier, c'est un monstre. s'il prépare son équipe et son match contre l'OM, c'est quand même assez facile de voir les faiblesses de l'Olympique de Marseille à la perte du ballon. Alors justement, vu que tu es en train de parler de ça, moi j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce qu'il va falloir pour gagner ce match, Flo? Quelles sont les clés du match pour toi? Je pense qu'il va falloir qu'on soit quand même un peu plus efficace devant le but. Si on fait le même match que face à Paris, mais avec un peu plus d'efficacité, il y a moyen qu'on le gagne. Voilà. Ok. Richard, les clés du match pour toi? La clé du match, pour moi, ça va être la défense. Parce qu'ils ont des bons attaquants. Et donc, il faut bien défendre pour les contrer et aller marquer avec une belle passe de Payet sur un Milic ou sur un Under qui les surprend. Tu ne gagneras pas ce match si tu ne les surprends pas. Et si tu ne défends pas bien. Ok. La clé du match pour toi, Chris, elle est où? Moi, c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire, j'avais l'impression que le match contre Nice, on en voulait moins qu'eux. On voulait moins gagner qu'eux. C'est assez bizarre, d'ailleurs, parce que normalement, c'était plutôt notre point fort. D'accord. Jérémy, tu la vois où, toi, la clé du Je match? suis d'accord avec Richard pour le coup. C'est la défense. Il faudra bien défendre avant de penser à attaquer parce que Nice, il ne faut pas oublier aussi que Nice, c'est cette team lésée dans l'histoire de ce match. Et il ne faut pas occulter le fait que Galtier va forcément jouer sur ça pour parler à ses joueurs dans le contexte d'un match. Galtier, c'est quand même un Marseillais, c'est un entraîneur sanguin. Il reste sur la victoire contre Lyon en 10 minutes. Avec un retournement de situation, ça soude l'équipe, ça renforce le coach dans son coaching. Là, il va tout faire pour les motiver à ce niveau-là. Quoi. Voilà, à mon avis, le premier match. Rappelez-vous ce qui s'est passé le premier match. On gagnait 1-0. On les avait mangés tactiquement, techniquement, physiquement. Donc, on était devant. Ce match-là, on aurait dû le gagner. Il ne faut pas occulter ça. Après, ça peut aussi servir de source de motivation aussi aux Olympiens. Il va y avoir une vigilance, forcément, de la part de Sampaoli. Ouais, peut-être. Mais c'est pour ça que la clé du match, ça va être de savoir si Sampaoli va être capable de revoir sa copie un petit peu tactiquement ou s'il va se refaire manger par Galtier. C'est ce qui Alors, s'est la clé passé du match pour Raph. La clé du match pour Raph. Moi, je pense que ce sera au niveau de la possession et de comment tu contrôles le match. Je pense qu'il faut, face à une équipe comme Nice, il faut mettre le pied sur le ballon. Il faut que ce soit toi qui dicte le rythme de la rencontre. C'est là où on a pêché au premier match. Il faut qu'on soit capable de garder le ballon comme peut faire Guendouzi. Voilà. Il faut qu'on ait des moments de possession de balle, mais des possessions de balle productives. C'est-à-dire que c'est pas tu tournes en rond autour de l'adversaire. C'est tu essayes de créer des brèches, tu décales les joueurs adverses. C'est ça. Et à mon avis, c'est là où il y aura la clé du match, mais que ce soit pour l'OM, mais aussi pour Nice. Parce que Nice, s'il contrôle bien le ballon, bah nous, on va devoir courir. Et puis au bout d'un moment, bah, physiquement, ça va être plus compliqué. Ok. Allez, on va faire un petit tour de table, messieurs, pour avoir votre pronostic sur ce match. Richard, ton petit prono sur ce match, s'il te plaît. Je suis désolé de vous dire ça, mais j'aimerais bien gagner, mais je vois un 2-1 pour Nice. D'accord, mais il n'y a pas de problème, on accepte tous les pronos. Allez, Chris. Moi, je veux un partout. Un partout. Flo. Pour moi, ça sera 1-0 pour Marseille. 1-0 pour Marseille. Raph. Moi, j'ai envie d'être optimiste comme Flo. Je vois 2-1, parce que quand même, Nice a une très bonne attaque. Donc 2-1 D'accord. Jérémy. pour l'OM. Je ne suis pas sûr qu'on ait récupéré suffisamment de force. C'est rigolo. Je ne suis pas sûr qu'on ait récupéré assez de force. Peut-être 1 ou 2-0 pour Nice. Oui, rappelons, excuse-moi, je te coupe, qu'on joue après la Lazio, Paris. Voilà. L'enchaînement des matchs, le fait qu'avant ça, Sampaoli n'a pas beaucoup fait tourner au final. On joue beaucoup avec les mêmes joueurs. Je pense que si dans cette équipe-là, on enlève Guendouzi, qui à un moment donné, il va falloir qu'il souffle, au niveau de l'état d'esprit, etc., ça joue beaucoup. Saliba, est-ce qu'il est capable d'enchaîner encore alors qu'il vient de se taper 92 minutes avec Mbappé? On va voir. Okay. Après, Paris, ça va être difficile. Allez, moi, je vais dire 0-0. Je vois un match un peu fermé quand même.
On arrive à la fin de cette émission. Jérémy, c'était un plaisir de faire ta connaissance. C'était un Moi plaisir aussi, que voilà. c'était un plaisir Tout s'est bien passé. c'était un plaisir de te recevoir. Reviens quand tu veux, en tout cas. Avec plaisir quand on pourra. La saison est longue. On sait que tu suis l'OM, que tu as déjà une activité intense, mais certainement très passionnante. On trouvera le temps. Merci à vous, merci à l'équipe du Talk qui a préparé cette émission. J'espère qu'on retrouvera la voix pour la semaine prochaine. Ça va, vous aviez de la voix, hein, quand même. Ouais, en plus, tout ça sur un but sur hors-jeu, en plus. Hein. Ouais. Et merci à vous de nous suivre chaque semaine. On se dit à la semaine prochaine. On se dit à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bonne semaine. Ciao. Bye bye. Allez, l'OM. À bientôt.